Les inhibiteurs d'IDH1 et d'IDH2 dans les syndromes myélodysplasiques, donc les mutations IDH1 et IDH2, ce sont des mutations dont la traduction protéique est à l'origine d'un gain de fonction pour ces protéines, et c'est à l'origine de l'accumulation de 2HG, qui est un oncométabolite qui lui-même va être à l'origine de plusieurs anomalies dans les cellules hématopoïétiques. Tout d'abord, un blocage de la différenciation par l'inhibition des enzymes de la famille TET et des histones déméthylases. Il existe également, en lien avec ces mutations activatrices, une dépendance à BCL2 par l'inhibition du cytochrome C oxydase, et également une altération de la réponse hypoxique par la régulation d'HIF. Il faut savoir que ce sont des mutations qui représentent probablement 4 à 12% des syndromes myélodysplasiques, peut-être plus dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque, jusqu'à 23%. Elles sont associées à l'âge. Plus le patient est âgé, plus il a un risque de présenter cette mutation. Elles sont associées à d'autres mutations somatiques observées dans les hémopathies, comme DNMT3A, SXL1 et SRSF2. Et c'est associé avec un taux important de transformation en leucémie aiguë myéloblastique. Le syndrome de différenciation est observé quand on donne des inhibiteurs d'IDH, car il a été montré sur le plan morphologique qu'on observait ici, dans le cas de l'énasidénib, qui est un inhibiteur d'IDH2, par rapport au screening dès le 15e jour, des signes de différenciation au niveau de la moelle. Et ce syndrome de différenciation est important comme mécanisme d'action des inhibiteurs des IDH pour arriver à une réponse hématologique, mais peut être aussi à l'origine d'un symptôme qui peut être un effet secondaire mettant en jeu parfois le pronostic vital du patient, avec une prise de poids, une défaillance d'organes, une hypoxémie, également associée à une hyperleucocytose qui nécessite d'être pris en charge, souvent qui nécessite que le patient soit hospitalisé. Donc les inhibiteurs d'IDH, il existe l'inhibiteur d'IDH2 qui est un des plus connus, et l'énasidénib, et l'inhibiteur d'IDH1, je veux parler surtout de l'ivosidenib. Ici, je vais vous parler des résultats publiés concernant l'énasidénib, donc l'inhibiteur d'IDH2. C'est un inhibiteur qui, en monothérapie, a pu montrer l'obtention de réponses chez des patients qui étaient déjà en échec de plusieurs lignes de traitement. Et également, on a observé que les réponses étaient associées à des réponses moléculaires, ce qui était assez encourageant. L'énasidénib a également été donné en association avec des chimiothérapies intensives, récemment publiées en association avec une chimiothérapie intensive de type 3+7 classique, avec un taux de réponse de l'énasidénib donné à 100 mg de façon continue, de l'ordre de 74% dans toute la cohorte, avec 80% de réponses chez les LAM qui étaient des nouveaux, et plutôt 60% de réponses chez les LAM dites secondaires. On a également observé une clairance de cette mutation chez environ 23% des patients sur le plan médulaire, et une MRD en cytométrie en flux qui s'était négativée chez 62% des patients. La survie globale de ces patients traités par énasidénib et chimiothérapie intensive était de l'ordre de 25 mois. L'énasidénib a également été rapporté actuellement à l'EH1 et à l'ASCO en association chez les patients ayant des LAM avec l'azacitidine. Il a été comparé l'association énasidénib et azacitidine contre l'azacitidine seule, et il a été montré chez ces patients qui avaient une LAM de novo dans la majorité des cas, mais également des LAM secondaires, qu'il y avait une réponse globale de l'ordre de 71% dans le bras énasidénib et Vidaza, comparé à 42% dans le bras AZA seul, avec une différence qui était significative. Et en termes de réponse complète, on était à 53% dans le bras énasidénib plus azacitidine contre 12% dans le bras azacitidine seul. Donc des arguments significatifs pour dire que l'énasidénib associé à l'azacitidine chez les patients IDH2 mutés faisait mieux que le Vidaza. De façon étonnante, ces résultats n'ont pas été retrouvés
pour la survie. Il n'y a pas d'impact en survie dans cette étude. Une des raisons pourrait être que les patients qui étaient en échec de Vidaza dans cette étude ont pu recevoir l'énasidénib hors essai à suivre et que cela impacte du coup la survie de ces patients. Si on prend maintenant l'ivosidenib, donc l'inhibiteur d'IDH1, l'ivosidenib en monothérapie a également montré des réponses chez les patients qui avaient des LAM en rechute ou réfractaires et avec des réponses moléculaires qui étaient également associées. Et l'ivosidenib, il a été également utilisé dans le même essai que celui dont je vous ai parlé avec l'énasidénib en association avec la chimiothérapie intensive, avec pour l'ivosidenib associé avec des 3+7 chez les patients LAM de novo des réponses de l'ordre de 88% et de l'ordre de 50% pour les LAM secondaires, avec une survie chez ces patients qui n'est pas encore atteinte, avec un follow-up de l'ordre de plus de 15 mois, et des clairances des mutations IDH de l'ordre de 40%, avec une négativation de la MRD en cytométrie en flux de l'ordre de 80%. Donc là aussi, des éléments plutôt encourageants pour l'utilisation de cette drogue en première ligne en association à la chimiothérapie. Quand on combine l'ivosidenib au Vidaza, on observe des réponses durables. Donc dans cette étude parue récemment, on a un taux de réponse combiné à l'ASA chez des patients également ayant des LAM unfit pour la chimiothérapie intensive de l'ordre de 70%, donc très encourageante, et également des durées de réponse qui sont assez intéressantes chez des patients qui sont longs répondeurs. Et également, un des points importants dont je vous ai pas parlé, mais dans l'utilisation de ces molécules, c'est que la durée, l'arrivée à l'obtention de réponse est peut-être supérieure à celle qui est observée chez les patients qui sont traités par Vidaza seul. Il y a également des réponses moléculaires qui étaient associées dans cette étude aux réponses hématologiques, avec probablement un avantage chez les patients qui pouvaient bénéficier éventuellement secondairement d'une allogreffe de moelle. Il y a également été rapporté à l'ASCO et à l'EHA une association de 3 molécules, ivosidenib, Vidaza et venetoclax, avec des patients qui étaient essentiellement des LM, mais il y avait quelques SMD, je crois qu'il y en avait 4, avec là également des taux de réponse qui étaient vraiment très intéressants, de l'ordre de 90%. Cependant, sur cette étude, il est quand même rapporté une toxicité non négligeable, puisqu'ils ont observé que 70% des patients avaient une toxicité de grade 3-4, notamment de pneumopathie, ce qui probablement faudra voir au moment de la publication quelle est la réalité de la toxicité de cette association, qui on l'imagine peut être à l'origine de pas mal de complications. Donc au sein du GFM, on a actuellement 2 essais qui sont ouverts pour tester ces molécules dans les syndromes myélodysplasiques, puisque pour l'instant les publications concernent essentiellement les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc il y a 2 essais, il y a l'essai idéal et l'essai idiome. L'essai idéal concerne les patients qui ont des mutations IDH2 et propose de l'énasidénib, et l'essai idiome concerne les patients qui ont des mutations IDH1 et propose de l'ivosidenib. Donc dans cette étude, il y a 3 cohortes qui sont les mêmes pour les 2 essais. Dans la cohorte A, ce sont des SMT de haut risque qui sont en échec de Vidaza, après 6 cycles de Vidaza, ou en rechute ou sans progression de la maladie. La cohorte B correspond aux patients qui sont naïfs de tout traitement, donc ce sont des SMD de haut risque qui n'ont reçu aucun traitement et qui n'ont pas de cytopénie menaçante. On a défini des plaquettes supérieures à 50 000 et des polynucléaires neutrophiles supérieurs à 500. Chez ces patients pour pouvoir avoir en première ligne le Vidaza, l'énasidénib ou l'ivosidenib, et on peut rajouter le Vidaza après 2 ou 3 cures d'ivosidenib ou d'énasidénib si le patient ne répond pas. Et enfin, il y a une cohorte C qui correspond au syndrome myélodysplasique de faible risque qui sont en échec de PO. Donc ces études permettent de tester plusieurs types de patients ayant un syndrome myélodysplasique. Donc l'énasidénib est donné à 100 mg par jour per os, l'ivosidenib à 500 mg par jour, et il est donné en inhibiteur seul continu jusqu'à 6 cycles dans la cohorte A, donc inhibiteur seul pendant 3 cycles pour la cohorte B et ajout de Vidaza s'il n'y a pas de réponse. Donc dans ces 2 cohortes, on a prévu d'inclure 29 patients dans chaque étude pour ces 2 cohortes, et pour la cohorte C, qui est une cohorte
cohorte plus exploratoire, on a prévu d'inclure 10 patients. Donc voici l'état actuel d'avancée de ces études. L'étude IDIOM inclut 12 patients dans la cohorte A, 11 patients dans la cohorte B et 2 patients dans la cohorte C, avec un taux d'inclusion total de 25 patients avec quelques screening failures, 2. Et donc il reste encore à inclure 17 patients dans la cohorte A, 18 dans la cohorte B et 8 dans la cohorte C, avec un rapport du DSMB qui est en cours, qui devrait être rendu fin octobre, début novembre 2020. Et en attente également les centres italiens qui devraient nous rejoindre pour pouvoir inclure également. Vous voyez ici la répartition des inclusions au cours du temps. Donc on voit qu'il y a eu pas mal d'inclusions, notamment cet été, avec une petite chute au mois de septembre et là une reprise un peu plus récemment. Et au niveau des centres, on voit qu'il y a plusieurs centres qui ont inclus pas mal de patients, mais il reste encore beaucoup de centres qui sont ouverts qui n'ont pas encore inclus de patients, donc on compte sur eux pour inclure des patients. Pour l'essai idéal, il y a 23 patients qui ont été inclus. Il y a pour le coup plus de patients dans la cohorte A avec 11 patients déjà inclus, donc il reste 18 patients à inclure dans cette cohorte. La cohorte B, donc avec les nasidénib seuls, inclut 6 patients avec 23 patients qui restent encore à inclure. Et par contre, il y a déjà 6 patients dans la cohorte C, donc plus que 4 patients pour cette cohorte qui correspond, je vous le rappelle, au faible risque. Et également, là, on voit que les inclusions ont bien continué d'évoluer tout au cours de l'été et même là récemment. Donc c'est un essai qui continue d'inclure. Il y a moins de centres ouverts que pour l'essai IDIOM, mais il y a déjà des centres qui ont inclus pas mal de patients. Voilà, vous retrouvez ici les contacts nécessaires pour les inclusions dans ces essais et donc on compte sur vous pour continuer, malgré cette période difficile, à continuer d'inclure des patients dans ces essais, car on pense que ça peut vraiment être une chance pour eux. Et voilà, je vous remercie de votre attention.